Au cœur même de notre planète, existe un monde où la vie ne connaît pas de répit. Mais ne vous laissez pas tromper par le calme de la végétation millénaire. Sous l'immense canopée, l'Amazonie ne se contente pas de respirer. Elle observe, calcule et décide. Qui verra le soleil se lever demain ? L'Amazonie, la zone de la mort verte. La chasse impitoyable des fantômes de la jungle. Bienvenue en Amazonie, où l'abondance est l'invitation la plus cruelle pour le prédateur ultime. Souvent surnommée le poumon vert, elle est pourtant une zone de mort pour les créatures qui rôdent dans l'ombre. C'est un labyrinthe inextricable, où chaque pas est calculé et où une fraction de seconde d'inattention peut être fatale. Au cours de ce voyage, nous n'observerons pas seulement de simples chasses, mais nous percerons aussi les véritables fantômes de la jungle, de la morsure dévastatrice qui transperce le crâne du plus grand félin des Amériques à la patience mortelle du géant préhistorique tapi sous le fleuve noir. Nous verrons comment fonctionne l'Amazonie, où la mort n'est pas une fin, mais un souffle dans l'éternel jeu de la survie. Êtes-vous prêt à franchir les limites de la sécurité et à vous aventurer au cœur même de la Terre ? Préparez-vous, car nous allons explorer l'Amazonie, la terre morte verte, et les chasses brutales des fantômes de la jungle. En franchissant la frontière du silence pour atteindre la strate crépusculaire du sotobosque, vous comprendrez pourquoi le jaguar, le léopard amazonien, est considéré comme l'âme des ténèbres. Sur son territoire, il n'est pas simplement un tueur, mais un chasseur calculateur. Il patrouille silencieusement tel un roi sans couronne, chaque pose dans sa démarche étant une embuscade magistrale, perfectionnée au fil des millénaires. Mais la bataille en Amazonie ne se limite pas à la terre ferme. Pour survivre dans l'un des environnements les plus compétitifs de la planète, le jaguar a développé des compétences que peu de grands félins possèdent. Une maîtrise exceptionnelle de la nage et de la chasse sous la surface du fleuve, ici, il affronte des géants préhistoriques
La surface de l'Amazone est trouble, d'un calme mortel tel un miroir. Sous le fond vaseux, un géant préhistorique rôde, le crocodile noir. Mesurant près de 6 mètres de long et dotée d'une peau aussi rugueuse que de la lave refroidie, c'est une forteresse vivante, une machine à broyer les os qui existe depuis des millions d'années. Il n'a pas besoin de se presser. Il lui suffit d'attendre. Mais aujourd'hui, le chasseur est devenu la proie. Sur la rive, au milieu du feuillage entrelacé, une silhouette dorée se tapissait. Un jaguar. Pas un bruit, pas une ride. Le temps semblait suspendu dans cette zone mortelle. Une seconde, 2 secondes. La patience, à cet instant, n'était pas qu'un instinct. C'était un duel d'intelligence à couper le souffle entre 2 sommets de l'évolution. Puis, l'eau explosa en une gerbe d'écume blanche. Le jaguar plongea comme un éclair doré, déchirant le silence. Ce n'était pas un combat purement brutal, mais un pari sur le destin. Tandis que le géant préhistorique tournoyait violemment, tentant d'entraîner son adversaire au fond de la vase grâce à son poids colossal, le jaguar misait sur une accélération fulgurante et une précision chirurgicale. Une gifle, une étreinte puissante, et avant même que le monstre sous-marin ne puisse décocher sa morsure broyeuse, les crocs du jaguar trouvèrent son unique point faible. Un instant de brutalité. La victoire de la patience sur le chaos. Quand les eaux se calmèrent, le vainqueur ramena son héritage préhistorique sur le rivage, laissant derrière lui une rivière ensanglantée et une leçon amère. En Amazonie, la couronne n'appartient pas au plus gros, mais à celui qui sait exploser au moment opportun. Sous ces rivières paisibles, un autre fantôme régnait en maître, l'anaconda vert.
Si le jaguar était un éclair, l'anaconda était un trou noir silencieux. Symbole de patience absolue, il pouvait se passer de nourriture pendant des mois pour saisir la moindre faiblesse de sa proie. Regardez l'eau. Pas une ride, pas un bruit. Le monstre, pesant plus de 200 kg, était enfoui dans la vase, ses deux yeux sans vie à peine visibles. Un capybara s'approchait tranquillement pour boire, ignorant tout du danger qui le guettait depuis longtemps. Et puis, l'instant fatidique arriva. L'eau n'explosa pas. Elle fut déchirée par une masse musculaire colossale jaillissant à une vitesse fulgurante. Avant même que la proie ne puisse réaliser la mort qui l'attendait, l'anaconda la saisit de ses dents recourbées vers l'arrière, agrippant sa chair comme des crochets de fer. Mais sa véritable arme ne résidait pas dans ses crocs acérés, mais dans l'étreinte implacable du destin. Ce fut la phase la plus brutale, la danse de la pression. À chaque tentative d'inspiration, à chaque expiration désespérée, les muscles tourbillonnants se contractaient davantage. Aucun rugissement ne se fit entendre, seulement le craquement des os sous une pression équivalente à celle d'un camion roulant sur la poitrine. L'anaconda ne se contentait pas de tuer sa proie. Il l'éteignait silencieusement mais définitivement, transformant chaque respiration en un compte à rebours final jusqu'au silence absolu. En Amazonie, une telle brutalité n'est jamais le fruit du hasard. C'est un système complexe où chaque étreinte d'un anaconda ou chaque morsure d'un jaguar contribue à préserver l'équilibre de ce cœur vert. La vie et la mort coexistent dans une tension constante. Créant un écosystème à la fois sauvage et d'une précision incroyable. Dans cette nature préservée, dominer ne signifie pas détruire, mais plutôt jouer son rôle pour maintenir l'équilibre éternel de la nature. Quittant les rivières souillées de sang, s'élevant à 50 mètres au-dessus du sol humide, nous pénétrons dans un royaume suspendu baigné de lumière, la canopée du Dossel.
Si le sol est le domaine des explosions de puissance, alors le docelle est le domaine des maîtres du camouflage et des survivants du silence absolu. À Docelle, 75% des créatures amazoniennes passent toute leur vie dans les airs, sans jamais toucher le sol, créant un écosystème autosuffisant où chaque plantule épiphyte ou branche d'orchidée est une étape cruciale dans la lutte pour la survie. Ici, le vainqueur n'est pas toujours le plus rapide. Observez le paresseux, l'habitant apparemment le plus incongru du tourbillon impitoyable de l'Amazonie. Se déplaçant à peine à 250 mètres par heure, il semble être une proie facile. Mais dans cette zone verte mortelle, il ne faut jamais sous-estimer la lenteur. Ce n'est pas de la paresse, mais une tactique de furtivité magistrale. Au-dessus de la canopée, l'aigle harpie, fantôme du ciel aux yeux perçants, scrute le feuillage. Le cerveau de ce prédateur est programmé pour réagir avec une extrême sensibilité au moindre mouvement. Le bond d'un singe, le battement d'aile d'un oiseau, autant de condamnations à mort. Mais le paresseux est différent. Il se déplace à une vitesse figée, si lente qu'elle échappe à la perception des prédateurs qui se fient à la vue. En économisant son énergie et en laissant les algues vertes proliférer sur son épaisse fourrure, le paresseux ne se contente pas de vivre dans l'arbre. Il ne fait plus qu'un avec l'arbre. Il se métamorphose en un fantôme silencieux, se fondant complètement dans le mur vert de la jungle. Et lorsqu'un aigle harpie passe à quelques mètres seulement, il ne parvient toujours pas à déceler la présence de sa proie juste devant lui. C'est une dure leçon de la jungle. Dans un monde où chacun aspire à être plus rapide et plus fort, parfois se retirer et vivre si lentement qu'on en devient invisible est l'apogée de l'art de la survie. La lenteur du paresseux n'est pas une faiblesse, mais son ultime armure lui permettant d'échapper au regard vigilant de la mort. Mais même dans ce silence, d'étranges réseaux de connexion étaient discrètement à l'œuvre. Sur les berges sablonneuses de la rivière, un spectacle inattendu se déploie. Des nuées de papillons aux couleurs éclatantes se rassemblent autour des yeux de tortues se prélassant au soleil. Ils n'étaient pas là pour se tenir compagnie. Ce comportement, appelé lacrymophagie, consiste pour les papillons à boire les larmes des tortues.
Dans un environnement extrêmement pauvre en minéraux, les papillons durent puiser leur nourriture dans des sources inattendues. Une symbiose étonnamment délicate, les yeux des tortues étaient nettoyés et les papillons recevaient les minéraux nécessaires à leur reproduction. La précision de l'Amazonie se révèle encore plus profondément, sous l'écorce de ces arbres millénaires. Un réseau de plus de 2000 espèces de champignons relie les racines de milliards d'arbres centenaires. C'est l'Internet de la nature, un système d'exploitation secret qui permet à la forêt tropicale d'échanger informations et nutriments. Lorsqu'un grand arbre est attaqué par des parasites ou des ennemis, il envoie des signaux chimiques via ce réseau fongique pour avertir ses voisins et leur permettre de se défendre. Ce réseau invisible a donné naissance à un concept que nous appelons la cascade trophique des nutriments. Imaginez l'Amazonie comme une horloge sophistiquée, où chaque maillon, qu'il s'agisse d'un minuscule filament fongique ou d'un jaguar, joue son rôle dans le maintien du rythme de l'ensemble du système. Lorsque les prédateurs disparaissent, les populations d'herbivores explosent, ravageant la végétation 3 fois plus vite et perturbant tout l'équilibre. Cette précision étonnante amène à se demander, l'Amazonie est-elle un système préréglé, où même de minuscules légions de fourmis coupeuses de feuilles agissent comme de véritables ingénieurs urbains? Jour et nuit, des millions de fourmis s'alignent sans relâche, coupant des feuilles et les transportant jusqu'à leur nid souterrain, parfois jusqu'à 8 mètres de profondeur. Elles ne les consomment pas, elles les utilisent pour cultiver un champignon spécialisé, unique source de nourriture de tout le royaume. Une société d'une efficacité redoutable, dotée de chambres de culture, de systèmes de drainage et d'une armée protectrice, crée des cités souterraines colossales sous le nez des superprédateurs. De la canopée suspendue du Docelle au royaume souterrain, l'Amazonie se révèle non seulement comme une forêt, mais comme une entité vivante unifiée, un chef-d'œuvre ancestral en perpétuelle évolution et pourtant d'une discipline incroyable. Elle témoigne de la puissance d'une force primordiale et d'une complexité extraordinaire, où la vie ne se contente pas de survivre, mais s'épanouit en une civilisation fière et sauvage. Cependant, cette zone de mort verte est aujourd'hui confrontée à un nouveau combat, plus brutal et inégal que n'importe quelle chasse dans la nature. Désormais, la survie de l'Amazonie ne repose plus uniquement entre les mains des superprédateurs, mais directement contre le prédateur le plus impitoyable de l'histoire, l'humanité. En quelques décennies seulement, plus de 54 millions d'hectares de forêt, une superficie supérieure à celle de la France, ont disparu comme par magie.
La déforestation, les incendies dévastateurs et l'empoisonnement silencieux au mercure étouffent la forêt amazonienne. Les scientifiques alertent. L'Amazonie approche d'un point de non-retour. Si nous perdons encore 5 à 10% de sa superficie forestière, ce formidable écosystème régulateur du climat s'effondrera, transformant des forêts humides millénaires en savanes arides et libérant des milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Malgré ce tableau sombre, des lueurs d'espoir subsistent. Là où la gouvernance des communautés autochtones est respectée et où des aires protégées sont établies, la forêt demeure un dernier rempart. L'Amazonie continue de révéler silencieusement de nouveaux secrets, des espèces jusqu'alors inconnues et des remèdes potentiels pour l'humanité, nous rappelant que nous détruisons un trésor inestimable que nous sommes loin de comprendre pleinement. Protéger l'Amazonie n'est pas seulement une question scientifique ou politique, c'est une épreuve morale pour l'héritage que l'humanité a reçu depuis ses origines. L'avenir de cette zone de mort verte ne se décide pas lors de conférences lointaines, mais repose sur chacun de nos choix, même les plus infimes. Aujourd'hui, car lorsque l'Amazonie s'éteindra, le cœur de la planète entière ne pourra plus jamais battre. Laissons les fantômes de la jungle continuer à patrouiller leur territoire. Laissons les lois du silence et la précision de la création se perpétuer. Car c'est seulement tant que l'Amazonie respirera que l'humanité aura la chance de continuer à écrire l'histoire de la beauté et de la puissance éternelle de la nature. Sous la poussière brûlante, une mère serpent à sonnette et son petit se préparent à la première attaque. Un seul coup de bec pourrait lui transpercer le ventre, une seule morsure pourrait sceller son destin. Le désert est suffocant, qui frappera le premier ? Naissance dans l'enfer des sables. Serpent à sonnette contre grand géocoucou. Le soleil matinal rampe sur le bord de la falaise et se pose sur le désert de Sonora comme une couche de métal liquide, dominant le sable.
Le vent emporte avec lui le parfum de la résine de cactus, la poussière brûlante et un léger goût de roche calcinée par le soleil. C'est l'un des déserts les plus hostiles d'Amérique du Nord, où seules les créatures qui ont appris ces lois depuis longtemps peuvent survivre. Et parmi les vagues de chaleur qui vibrent sur le sol, il en est une qui semble avoir presque fondu dans la terre, mais qui abrite en elle toute une nouvelle génération de son espèce. C'est une femelle serpent à sonnette, un animal doté de l'une des stratégies de survie les plus efficaces du désert de Sonora. Il y a quelques mois, à la fin du printemps, à l'ombre de racines épineuses, elle s'était enroulée autour d'un mâle, perpétuant un rituel d'accouplement ancestral que son espèce répète depuis des millions d'années. Après une lutte acharnée, le mâle le plus fort avait le droit de transmettre ses gènes. Dès l'instant où le spermatozoïde rencontra l'ovule, de minuscules embryons commencèrent à se former, non pas dans le sable, mais au plus profond du corps de la femelle. Les crotales ne pondent pas leurs œufs à l'extérieur comme beaucoup d'autres reptiles. Ils sont retenus dans l'oviducte, où ils se développent grâce au vitellus, protégés par le corps de la mère des variations brusques de température et des prédateurs qui rôdent aux alentours. Trois mois s'écoulèrent dans le silence du désert. Chaque fois que la mère sortait chasser, chaque fois qu'elle s'immobilisait, les embryons grossissaient, occupant davantage de place dans son abdomen. Au début de l'automne, son corps était sensiblement plus lourd. Chaque mouvement était plus lent, chaque contraction musculaire plus mesurée, comme si un effort trop important risquait de rompre le fragile équilibre intérieur. Elle chercha une dépression peu profonde où le sable n'était pas trop chaud et où les rochers conservaient la fraîcheur de la nuit. Son corps, à moitié exposé, à moitié immergé, ses écailles dorsales épousaient la courbe du sol. De l'extérieur, elle ressemblait davantage à une racine sèche qu'à une créature venimeuse. Mais Sonoran laissait rarement quelqu'un seul longtemps. Une vibration aussi fine qu'une aiguille dans le sable parcourut le sol. La couleuvre leva la tête, sa langue fendant l'air chaud, goûtant l'odeur légère mais familière. Plumes, poussière d'oiseau, l'odeur gourmande de celui qui se précipitait toujours au moindre souffle de vie. Au milieu de ces lignes de chaleur dansante, l'ombre d'un oiseau glissa, basse et rapide. Ses longues pattes effleurèrent le sol si légèrement qu'elles ne firent presque aucun bruit.
Ses yeux noirs scrutèrent les ondulations du sable comme s'il lisait une carte invisible. Un grand géocoucou. À ses yeux, le désert était un festin impitoyable. Lézards, bébés serpents, souris, tout ce qui était mou, nutritif et vulnérable était un repas. Il ignorait que les crotales ne pondaient pas leurs œufs dans le sable, mais il perçut une chose clairement. Une petite parcelle de terre irradiait plus de chaleur que les alentours, signe de vie se rassemblant dans l'ombre du creux. Il baissa le corps et inclina la tête pour écouter. De fines pas dessinaient de petites courbes dans le sable. Il s'approcha furtivement, tandis que la mer se tendait, sa queue sèche se mettant à vibrer, produisant une série de sons rauques qui se répercutèrent dans l'air. Dans le désert de Sonora, ce son était souvent un dernier avertissement. Nombre d'espèces s'arrêtaient, battaient en retraite. Mais le géocoucou n'était pas de celle-là. C'était une créature qui vivait en s'accrochant au fil du temps, entre hasard et mort. L'oiseau fondit sur lui. Son premier coup de bec atterrit juste devant le ventre gonflé de la mer. Le serpent se cabra, sa tête basculant sur le côté, sa morsure déchirant l'air chaud, forçant le géocoucou à s'écarter d'un bond. Le sable s'éleva en un fin voile, la lumière du soleil se brisa en éclats éblouissants. Le grand géocoucou atterrit, sans s'enfuir. Il se retourna, ses pattes changeant de direction en un éclair, et se jeta de nouveau sur lui, visant cette fois droit le corps massif en contrebas, là où il sentait le plus intensément la chaleur. Un coup de bec pourrait déséquilibrer le serpent et le mettre à nu un instant. Pour un animal aussi rapide, un tel instant pouvait faire la différence entre un repas et la mort. La mère serpent le savait. Elle savait pertinemment qu'elle portait en elle plus d'une douzaine de petites vies. Elle n'avait plus la force de se lancer dans un long combat. Chaque morsure était une perte.
Chaque mouvement de son corps repoussait ses petits. Il lui fallait trouver un autre moyen de mettre fin à ce combat. Lorsque le grand Géocoucou se jeta une troisième fois sur lui, le bec pointé vers le flanc, la mère serpent recouvrit le trou d'une couche de sable, puis se glissa rapidement dans une crevasse plus profonde de la roche. De l'extérieur, il ne restait plus qu'une étendue de sable, à peine visible. Le grand Géocoucou crut qu'elle battait en retraite, son instinct le poussa à la poursuivre. Il piqua l'endroit où le serpent s'était couché, son bec perçant le sable épais, à la recherche d'une écaille, d'un morceau de chair tendre, d'une trace de sang. Mais il ne rencontra que de la terre brûlante. La mère serpent s'était plaquée contre la falaise, retenant son souffle pour limiter sa chaleur, dissimulant tout son corps massif dans l'ombre. Son odeur se mêlait à celle de la roche. Sa chaleur était emprisonnée sous les écailles, ne se diffusant plus uniformément sur le sable. Le grand Géocoucou piqua encore quelques fois, en vain. Une créature portant une portée entière de petits avait disparu sous ses yeux dans un silence total. L'oiseau laissa échapper un cri bref et aigu. Il recula, roula des yeux, puis se détourna. Ses pattes s'enfoncèrent dans le sable, son ombre glissant sur le sol désertique et se fondant parmi les buissons de créosote. Dans la crevasse du rocher, la mère serpent resta longtemps immobile. La douleur des coups de bec qui la sillonnaient la faisait trembler, mais surtout, les mouvements à l'intérieur de son ventre persistaient. Les embryons tournaient encore lentement dans la membrane souple, leur minuscule cœur battant toujours, inaudible pour quiconque d'autre que son propre corps. Elle avait gardé sa progéniture, mais le prix à payer était palpable à chaque respiration. Elle bougea à peine ce jour-là. Le soleil se leva et se coucha à l'ouest, projetant de longues ombres du saguaro sur le sable brûlant. Lorsque les derniers rayons commencèrent à rougir, la faim la tenaillit. Elle était enceinte depuis des mois, consacrant la majeure partie de son énergie à nourrir ses petits. L'épreuve n'avait fait qu'affaiblir davantage son corps déjà épuisé.
Il ne lui restait plus rien dans l'estomac, si ce n'est une profonde fatigue. Si elle ne mangeait pas, elle risquait de ne pas survivre jusqu'à la Misbah. Et si elle tombait avant que les petits ne soient complètement formés, tout ce pourquoi elle avait risqué sa vie disparaîtrait avec elle. Alors que le ciel se teintait de violet, la couleuvre fut contrainte de quitter la crevasse. Elle rampa lentement sur le sable, chaque mouvement mesuré comme si chaque contraction musculaire était un sacrifice pour son corps. Sa langue frétillait plus vite, goûtant la brise légère. Parmi les odeurs de poussière, de pierre, de cactus, une autre senteur parvint enfin à ses lèvres. Fourrure, graines, le souffle court et pressé d'une créature absorbée par son activité. Un rat kangourou. Il sautillait près d'un buisson, creusant le sable à la recherche de graines dures, à l'abri des rares pluies. La nuit précédente, il avait échappé au croc d'un renard. Ce matin, il avait réussi à se réfugier dans une grotte au passage de l'ombre d'un aigle. À présent, dans la douce lumière de l'après-midi, il se croyait en sécurité. La couleuvre s'arrêta à la lisière de l'ombre de l'arbre, le corps tendu comme une corde d'arc. La tête baissée, les yeux rivés sur sa proie, elle sentait la faim la faire trembler légèrement, tout en aiguisant ses sens. Elle sentait distinctement chaque pas de la souris sur le sable, chaque respiration de sa petite poitrine. La souris leva la tête, renifla l'air une fois, deux fois. Ne percevant aucune odeur étrange, elle se pencha davantage. À cet instant, la mère serpent bondit. Aucun sifflement. Aucun craquement de sable. Juste un mouvement circulaire déchirant le vide. Deux longs crochets s'enfoncèrent dans le point le plus vulnérable du cou tendre, juste derrière la tête. Le corps de la souris tressaillit un instant, puis le venin se répandit rapidement comme une traînée de feu dans un tunnel de sable. Son corps s'affaissa, ses pattes se contractèrent. Le serpent s'accrocha désespérément, sentant sa vie s'éteindre, puis commença à avaler. La chair chaude glissa dans sa gorge, puis dans son estomac, se répandant dans tout son corps.
ses muscles fatigués se revigorèrent. Les petits, blottis en ailes, profitèrent eux aussi de cette chaleur nouvelle. Pendant quelques minutes, la mère serpent resta immobile, laissant son corps absorber l'énergie retrouvée. Sa queue frémissait légèrement, non pas pour menacer qui que ce soit, mais comme un rare moment de répit pour une espèce qui prospère dans le silence. Sonoran ne nous a raconté qu'une partie de l'histoire. D'autres serpents, là-bas, entament leur propre voyage. Si vous souhaitez suivre ces récits, rejoignez-nous pour le prochain épisode. Alors que la nuit tombait sur Sonoran, la mère serpent retourna à son abri. Le ciel était parsemé d'étoiles, de fins filaments de nuages projetant une faible lueur sur les pics rocheux au loin. Elle ralentit, sentant le sable sous son ventre commencer à se refroidir. À l'intérieur de son corps, les petites créatures bougeaient plus distinctement, comme si elles aussi avaient été revigorées. Cette nuit-là, les premières contractions arrivèrent. D'abord, une légère sensation de picotement dans le ventre, puis un rythme régulier. Elle s'enfonça plus profondément dans le trou, trouvant un endroit doux et abrité dans le sable. Son corps se recroquevilla en une épaisse spirale, la tête posée sur son torse, les yeux mi-clos, respirant profondément et lentement. Sous ses écailles, une nouvelle génération se préparait à naître. Pas de blanc éclatant sur le sable. Pas de coquilles fragiles que les bébés auraient à briser. Un à un, ils émergèrent du ventre humide de leur mère, luisants, fins mais complets. Le premier glissa hors du trou comme un filet d'eau sombre et commença rapidement à rétrécir. Il était bien plus petit que l'énorme corps de sa mère, mais il avait des yeux, une langue, des écailles, des crocs, tout ce dont il avait besoin pour survivre dans le désert de Sonora. Le deuxième, le troisième, le quatrième suivirent. Dans la pénombre de la nuit désertique, le trou tout entier semblait s'animer, parcouru de minuscules filaments cherchant la chaleur. Pour la première fois, ils entr'ouvrirent la langue et goûtèrent la terre, les rochers, la peau de leur mère. L'instinct les poussa à ne pas crier, à ne pas rejoindre le troupeau, mais à chercher l'endroit le plus chaud, le ventre de la mère, où la chaleur des contractions venait de s'apaiser. La mère se recroquevilla légèrement pour former une barrière naturelle.
Bien que ses petits fussent assez forts pour être indépendants dès la naissance, elle resta auprès d'eux, les enveloppant de son corps durant les premiers jours. Chez les reptiles, il est rare qu'une mère reste avec ses petits, les protégeant du vent et des prédateurs. Mais pour les crotales du Sonora, c'était le seul moyen de garantir à ces petites vies une chance de survivre aux heures les plus fragiles. La nuit passa dans le silence. Le vent soufflait par l'ouverture, apportant avec lui l'odeur du froid et de la poussière sèche, mais à l'intérieur du corps de la mère, les petits gisaient serrés les uns contre les autres, respirant de petits souffles réguliers. Au matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers le trou, ils commencèrent à lever la tête. Leurs petits yeux noirs s'écarquillèrent, leur langue s'ouvrant pour capter l'odeur du vent chaud qui se levait. Le premier jour, ils n'osèrent ramper que de quelques centimètres, puis retournèrent se blottir contre le ventre de leur mère. L'un d'eux s'aventura plus près de l'extérieur, où la lumière était plus intense, le sable plus brûlant. Durant cette courte semaine, la mère serpent fut à la fois un rempart, un abri et une leçon de vie. Elle leur enseigna non par des sons, non par des cris d'alarme, mais en se dressant entre eux et le danger, en s'écartant lorsqu'ils allaient dans la bonne direction et en les arrêtant lorsqu'ils s'exposaient trop. Puis un matin, alors que le soleil était encore bas et que l'ombre du saguaro s'étendait sur le sable, les mouvements dans le trou changèrent. Les petits commencèrent à se frotter davantage contre le sable et les rochers, leurs vieilles écailles se détachant par fines lamelles, révélant une peau neuve, plus brillante et plus tranchante. La première mue avait commencé. Un cap franchi, celui où ils n'avaient plus besoin de leur mère. La mère serpent les regarda, ses yeux jaunes pâles emplis d'une expression mêlant fatigue et sérénité. Elle savait que son temps avec eux était révolu. Son corps était bien plus léger après la mise bas, mais un vide persistait, fruit de mois de grossesse et de journées blanches passées à veiller sur eux. Le jour où le vent changea de direction, emportant avec lui le parfum des roches des montagnes lointaines, elle quitta la tanière. Non pas immédiatement, mais se glissa au loin, comme pour ouvrir un dernier passage à ses petits. Les jeunes la regardèrent, leur langue fendant l'air, scrutant l'immensité du monde qui s'offrait à eux. Puis, un à un, ils partirent. Sans cri, sans adieu. Le désert n'avait pas de place pour de tels rituels. Seul l'instinct guidait silencieusement chaque créature vers son destin. Alors que le soleil s'élevait au-dessus des troncs de saguaro, la tanière où les serpents avaient éclos n'était plus qu'une parcelle de sable légèrement remuée,
ultime trace d'une famille qui n'avait existé que quelques jours fragiles. La mère serpent s'était éloignée, son corps se fondant dans le sol comme une vieille ombre, seul le bruissement de sa queue résonnant encore quelque part dans la chaleur, rappelant que le désert de Sonora était toujours peuplé de ceux qui portaient en eux, en silence, la mort et la vie. L'ombre d'un oiseau glissa. Un géocoucou. Il ignorait que la dernière fois qu'il avait frôlé une couvée d'oisillons, il se serait retrouvé face à l'un d'eux. Peut-être qu'un jour, l'un de ces petits, tout juste sortis du nid, serait celui qu'il croiserait. Le Sonora répétait sans cesse son cycle de survie. Seuls les acteurs changeaient. Et quelque part sous le sable brûlant, un petit serpent gisait immobile, la langue pendante, découvrant pour la première fois distinctement l'odeur de la poussière, celle de la pierre, celle du vent chaud et la légère odeur métallique de ses congénères. Il ignorait tout des géocoucous, des rats, et du long chemin qu'il allait parcourir. Il sentait seulement le sol trembler légèrement sous son ventre, et son instinct lui disait d'attendre le bon moment. Au Sonora, ceux qui savent attendre sont généralement ceux qui survivent. Alors que le soleil se couchait sur le désert de Sonora, les bébés serpents se dispersèrent dans l'ombre des rochers, et leur mère s'éloigna silencieusement vers le désert. Mais Sonora ne s'arrêta jamais. À l'autre bout du désert, une autre créature vit elle aussi ses premiers instants de survie. Et ce sera la prochaine histoire que cette terre a à raconter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour nous accompagner dans notre prochain voyage. Merci de nous avoir suivis.